Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Scriptonautes, les mondes de l'écriture. Au dernier cours, on a vu comment écrire spécifiquement pour le médium du cinéma. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui ressemble beaucoup mais qui a ses propres caractéristiques, c'est comment écrire pour une série. D'abord, une petite introduction. Quels sont nos objectifs? L'idée ici est de présenter les fondamentaux de la série en tant que format unique. L'idée c'est d'aborder aussi les différences clés entre une série et d'autres formats narratifs, notamment le cinéma. Et l'idée, encore une fois, est de souligner le potentiel d'exploration des personnages, des intrigues et de l'univers narratif sur le long terme. Qu'est-ce qu'une série? C'est un format narratif épisodique, souvent conçu pour être étendu sur plusieurs saisons. En termes de caractéristiques, il y a une division en épisodes qui vont permettre à une intrigue de se déployer progressivement. Il y a une récurrence des personnages, des décors, ce qui permet une continuité narrative et affective. La différence avec une des différences fondamentales avec le cinéma, c'est que les séries offrent des arcs plus longs. On avait parlé de l'arc des personnages, et là, les arcs des personnages vont être plus longs et on va avoir plus de temps pour approfondir les personnages. La série permet un rythme étendu avec des pauses et des reprises entre les saisons, ce qui permet un développement progressif des personnages et des intrigues. En termes de narration, la série a une narration fragmentée, évolutive, avec des cliffhangers et des arcs de saison. Le cinéma, c'est une histoire condensée, on l'a dit, entre 90 minutes et 120 minutes, avec une structure beaucoup plus resserrée, un début, un milieu, une fin. On peut par exemple avoir en tête la comparaison d'un même thème traité en film et en série. Il y a eu d'abord le film Fargo des frères Cohen et ensuite il y a eu l'adaptation euh, Fargo qui développe les mêmes thématiques mais avec une toute autre histoire. En termes de mode de diffusion et de consommation, euh, il y a une évolution des formats par rapport aux séries. On est passé du modèle classique hebdomadaire à la télévision au système du binge-watching avec les plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime ou HBO Max. Quelle influence sur l'écriture? Les séries sont destinées au streaming. Les séries destinées au streaming favorisent des arcs longs et continus. Les séries hebdomadaires nécessitent des épisodes plus autonomes pour capter l'intérêt. L'accessibilité et les attentes du public influencent le rythme narratif et la structure des épisodes. En termes de rythme et de structure, le format influe sur le suspense, la cohérence des épisodes et la nécessité de maintenir un intérêt sur le long terme. La spécificité, même si quand on est scénariste, on écrit avec peut-être un ou deux autres scénaristes, la spécificité des séries, c'est que c'est une écriture qui est collaborative. Les scénaristes travaillent souvent en équipe pour assurer la continuité et gérer les arcs multiples. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. C'est un travail qui est complexe, d'où l'utilité d'avoir ce qu'on appelle une writer room, c'est-à-dire une chambre à hauteur, où il y aura un pool de scénaristes qui vont pouvoir développer l'intrigue sur une, deux, trois ou quatre saisons. L'idée, c'est d'adapter l'intrigue et les personnages aux habitudes de consommation actuelles pour capter et retenir le public. On a vu que l'objet fondamental du cinéma, ça reste le script. Voilà. Il y aura évidemment des scripts par épisode, vous l'avez bien compris, ça ne change pas, mais il y a un outil fondamental pour l'univers des séries, ça s'appelle la Bible. On va le voir ensemble, c'est ici qu'on inscrira tous les développements des personnages, toutes les transformations, etc. etc. Donc ça porte bien son nom, ça s'appelle la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible d'une série? C'est un document de référence pour les créateurs et les scénaristes d'une série. L'idée, c'est de centraliser toutes les informations clés, l'intrigue, les personnages, l'univers, afin de maintenir, on l'a dit de multiples fois, maintenir la cohérence. Voilà, c'est ça qui peut... pourquoi on maintient la cohérence? Pour garder en immersion nos spectateurs. Et le public cible, c'est par rapport à la Bible, c'est utilisé par les showrunners, les scénaristes et les producteurs. Quelle importance de la Bible? Tout d'abord, avoir une base narrative, s'assurer qu'on ait une vision claire et définie pour l'univers de la série, la cohérence, toujours garder l'unité des personnages, des arcs à travers les épisodes et les saisons, des références clés, ça va donner des repères aux scénaristes et faciliter la coordination entre les différents membres de l'équipe. Dedans, on y trouvera évidemment
le synopsis global, c'est-à-dire le résumé global de l'intrigue principale de la série, souvent en une page. On aura en termes de contenu la présentation du contexte, des thèmes principaux et des enjeux narratifs. Et ça va nous aider à poser les bases de la série et donner une vision d'ensemble aux lecteurs, producteurs et diffuseurs. On y trouvera aussi dans la Bible de la série la note d'intention et la vision d'auteur. Qu'est-ce que c'est que la note d'intention? La note d'intention, ça exprime la motivation profonde de l'auteur pour créer cette série, les thèmes abordés et les émotions à transmettre. En termes d'importance, ça va donner une direction artistique claire, aider à communiquer la tonalité de l'essence de l'œuvre au lecteur, c'est-à-dire pour nous ça va être les producteurs, les réalisateurs, etc. Par exemple, une série dramatique pourrait explorer des thèmes de rédemption et de justice en plongeant dans l'intimité des personnages. La vision d'auteur, c'est distinguer le projet en y intégrant une perspective unique avec des choix stylistiques et narratifs personnels. Souvent, l'auteur, justement, il va mentionner des œuvres, des mouvements artistiques ou des expériences personnelles qui façonnent la série. Une approche réaliste inspirée des séries comme True Detective avec une ambiance sombre et introspective, ça peut être un exemple dans le cadre de la série True Detective. Vraiment, l'idée, il y a deux choses. La note d'intention, pourquoi on fait la série, pourquoi on veut développer ces thématiques-là, et la vision d'auteur, c'est qu'est-ce qu'on cherche à exprimer d'unique, d'original, qu'est-ce qu'on cherche à développer comme point de vue auprès de notre audience. Et on l'a vu dans nos précédents cours, on va définir évidemment le genre, le ton, donc des petits rappels, mais même si on les a vus ensemble, le genre, c'est la catégorie narrative qui définit le style, l'univers et les conventions de la série. Est-ce que c'est un drame, une comédie, un thriller, de la science-fiction? Quel impact sur l'intrigue et les personnages? Chaque genre implique des règles spécifiques, on a dit qu'il y a une codification spécifique, et un type de conflit central. Par exemple, le drame, c'est des conflits personnels, avec une intensité haute en émotion. Le thriller, ça va être un suspense constant, une tension élevée. La comédie, ça va être de l'humour, de la légèreté, une exploration des aspects cocasses de la vie. Le ton, pour rappel, c'est l'atmosphère générale de la série, influencée par le style de narration, l'éclairage, le rythme, la musique, etc. Encore une fois, c'est un rappel. Pourquoi est-ce que le ton est crucial? Il va permettre d'influencer l'expérience émotionnelle du public et permettre de créer une connexion unique avec les personnages et l'histoire. On peut avoir un ton qui est sombre et réaliste pour une série policière, ce qui va accentuer l'authenticité. Et on peut avoir sinon un ton léger et décalé pour une comédie humoristique avec des situations exagérées. Je vous rappelle qu'on peut avoir une même base narrative, c'est-à-dire un univers de science-fiction qu'on peut travailler de façon tragique, comme on peut le travailler de façon comique. On va y avoir, et ça va être très important parce que on avait vu l'importance des personnages dans un des cours, on va pouvoir y décrire les personnages. Mais la grande nouveauté, c'est que nos personnages, c'est le propre de la série, vont évoluer de saison en saison. On l'a dit moult fois, c'est la transformation et l'évolution des personnages qui est le cœur narratif de toute bonne histoire. Et donc ça, on va devoir prendre des notes, donner des directions au fur et à mesure de l'évolution de nos personnages. Donc on va pouvoir y définir en détail les personnages principaux et secondaires. On va pouvoir traiter de leur background, de leur histoire personnelle, des traits de caractère, des relations avec les autres personnages. Et évidemment, donner cette voie possible sur l'évolution de chaque personnage au fil des épisodes. Par la suite, on va élaborer des résumés d'épisodes. Le but est de donner un aperçu de l'évolution de l'intrigue, épisode par épisode. On va résumer des principaux événements, on va avoir un résumé des principaux événements et des arcs narratifs dans chaque épisode. On va avoir une introduction des intrigues secondaires et de leur développement. Quel avantage? L'idée est encore une fois de s'assurer de la cohérence narrative et permettre de planifier l'enchaînement des actions. On va définir les éléments récurrents. Quels sont les éléments récurrents propres à l'univers de la série? Ça va être les lieux, les objets, les motifs, visuels ou sonores. Type d'éléments, les lieux récurrents, on a les décors spécifiques qui vont renforcer l'identité visuelle de la série. Est-ce qu'on est dans un hôpital? Est-ce qu'on est dans une prison? Est-ce qu'on est dans une école? Etc. etc. Quels sont les objets clés, les symboles ou les accessoires qui reviennent pour accentuer les thèmes? Par exemple, si on est dans un univers médical, on va avoir des objets spécifiques qui vont imprimer qui vont être en lien avec
l'univers médical. Quels sont les rituels et les répétitions, les actions et les phrases signatures des personnages. Chacun des personnages va avoir une façon de parler ou un leitmotiv qui revient très souvent pour pouvoir l'identifier de façon unique. Et évidemment, l'idée c'est de donner de la profondeur à l'univers de la série. Quelle spécificité attendue dans une Bible? Tout d'abord, de la précision, donc d'avoir des descriptions et des résumés précis pour chaque élément clé de la série, avoir une vision claire, pas d'ambiguïté évidemment, essayer le plus possible de ne pas se contredire, c'est vraiment très important pour s'assurer de la cohérence. L'idée c'est d'exprimer l'identité unique de la série pour attirer et convaincre les producteurs. On le dit, on le redit, il y a un enjeu financier derrière, c'est une industrie donc il faut financer, ce n'est pas juste une vision artistique, il faut pouvoir être en capacité de financer, de mettre en production cette vision artistique qui est développée par l'auteur, et aussi avoir l'évolutivité de la Bible qui va évoluer de saison en saison, c'est notre outil de base, ce qui va permettre des modifications sans compromettre la cohérence globale, par exemple l'ajout de nouveaux arcs ou de nouveaux personnages tout simplement. Quel est le processus de création d'une bibliothèque de série? C'est quelque chose de commun à tout ce qui est écriture, in fine, hein, donc c'est pas propre qu'à la Bible. C'est tout d'abord la recherche. L'idée c'est de collecter à gauche, à droite, des inspirations dans les journaux, dans l'actualité, dans l'histoire, dans d'autres œuvres. Ça peut être des œuvres qui ne sont pas forcément liées au monde de la série, ça peut être des œuvres musicales. On peut s'inspirer d'une œuvre musicale, d'un compositeur. On peut s'inspirer d'un historien, d'un personnage historique, d'un économiste, etc., etc. Et l'idée, c'est de collecter ces ensembles d'informations qui vont pouvoir, justement, ça prend du temps, hein, être notre base de données pour s'inspirer et écrire une histoire conforme à notre volonté. Donc on l'a dit, rédaction du synopsis évidemment, élaboration de l'intrigue générale et des thèmes, la structuration en saison, comment est-ce qu'on voit l'évolution en saison, quel est le début et la fin de chaque saison globalement, c'est très schématique, le développement des personnages bien évidemment, et la structuration des épisodes. On l'a déjà dit, c'est une rédaction qui est collaborative, c'est une nouveauté, hein, c'est de travailler dans une writer room, et l'idée c'est avec cette diversité de points de vue, et ça va être d'enrichir les perspectives narratives. Quelques exemples de bibles et de séries cultes que vous pouvez retrouver aussi sur internet. Il y a la Bible de Lost, qui est évidemment en anglais, qui est très intéressante, qui vous montre comment a été pensée et conçue la série de Lost avant même qu'elle soit produite. Il y a celle de True Detective, et enfin il y a celle de Stargate SG1, là spécifiquement pour la saison 3. Ils ont fait une Bible uniquement pour une saison. Il y a différents types de séries. L'idée c'est de présenter les différents types de formats narratifs, leur structure et leurs effets sur l'audience. Il y aura par exemple les types de séries, on parle de serial, d'épisodiques, d'anthologie, de procédural et aussi de mini-séries. L'idée c'est comment réfléchir au fait que le format peut impacter la manière dont une histoire est racontée et reçue. D'abord les séries sérialisées. Ici, les épisodes suivent une trame narrative continue avec des intrigues et des arcs de personnages qui se développent d'un épisode à l'autre. En termes de caractéristiques, ça favorise le développement des personnages et des intrigues complexes, fidélisant justement le spectateur. Ça permet une montée en tension dramatique et un fort engagement du public. Quels sont les défis? C'est la difficulté de maintenir un équilibre narratif constant, justement. Quelques exemples, on peut avoir en tête Breaking Bad, Game of Thrones ou Stranger Things. Les séries épisodiques, chaque épisode est une histoire autonome avec une résolution complète, sans lien narratif fort avec les autres épisodes. C'est adapté aux comédies, aux sitcoms et aux drames policiers. Ça permet au public de regarder les épisodes dans un ordre libre. Ça facilite l'accès pour les spectateurs. Chaque épisode se suffit à lui-même. Chaque épisode, en fait, c'est un début, un milieu et une fin. Et en termes de défis, c'est la complexité de construire une évolution des personnages sur le long terme, parce que, évidemment, c'est toujours la même structure, donc comment faire en sorte que, malgré tout, il y ait une transformation des personnages, malgré le format épisodique. On peut avoir en tête la série Friends, justement, sitcom, ou série d'animation Les Simpsons, ou NCIS. Les séries anthologiques, ça peut être deux choses, soit c'est chaque saison va explorer une histoire, voilà. Ça peut être l'exemple de True Detective,
chaque saison, on suivait les mêmes personnages, mais chaque saison, on suit de nouveaux personnages, toujours avec la même idée de suivre des détectives dans un univers assez sombre. Mais ça peut être aussi chaque épisode, il y a un fil conducteur dans la série. Chaque épisode devient un nouvel épisode. Cette fois-ci, on peut plus parler de la série Black Mirror ou La Quatrième Dimension. Les caractéristiques, c'est que chaque saison épisode est un nouveau départ narratif, il y a une flexibilité créative et un potentiel de surprise assez élevé, parce qu'évidemment chaque épisode renouvelle le défi narratif, et le format peut diviser les audiences selon les préférences saisonnières. Voilà. Et on peut aussi citer, pourquoi pas, American Horror Story. Les séries procédurales, qu'est-ce que c'est que les séries procédurales? L'intrigue de chaque épisode tourne autour de la résolution d'un cas ou d'un problème spécifique, souvent dans le cadre d'une profession, policier, médecin, avocat. C'est un format idéal pour les drames policiers et médicaux. Il y a une structure répétitive justement qui réconforte le spectateur. Chaque épisode attire un public régulier et nouveau, mais ça peut sembler redondant, sans innovation dans les arcs de personnages si jamais on tend vers ça. On peut avoir Law and Order, Grey's Anatomy et la série Doctor House. Les mini-séries, c'est comme un long film en fait qui est découpé sous format d'épisodes. C'est une histoire qui est totalement fermée en quelques épisodes, généralement entre 3 et 10, qui va développer une intrigue complète en peu de temps. Il n'y a pas normalement dans une mini-série, il n'y a pas de saison 2, hein, c'est une saison close, on va dire. C'est adapté au récit intense et émotionnel, généralement une production unique sans suite. Ça permet un développement narratif de haute qualité sans contrainte de durée. Ça nécessite de maintenir un rythme intense et un haut niveau d'écriture. On peut avoir en tête les excellentes séries telles Tchernobyl, The Queen's Gambit et Band of Brothers par exemple. Quelques techniques de scénarisation. Tout d'abord, la structure d'une série. Il y a la structure narrative des épisodes. L'objectif, c'est de captiver le public tout au long de l'épisode et de la saison. Donc, on a un double défi, c'est de captiver l'audience pendant un épisode. Il faut qu'il reste attaché et intéressé par l'intrigue, mais en même temps, il faut qu'il reste aussi sur le long terme, le long d'une saison. Voilà, c'est un double défi auquel on fait face en tant qu'auteur de série. L'élément clé, c'est de diviser l'épisode en 3 actes. Ça fonctionne toujours, on le dit depuis le début, un début, un milieu, une fin, pour créer une dynamique fluide et engageante. Quelques exemples, il y a un suspense en fin d'acte, une révélation inattendue au milieu et une résolution, un cliffhanger en conclusion. Attention, utilisez les cliffhangers avec une certaine forme de modération. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les arcs narratifs. En général, ça c'est une nouveauté, il y a l'arc principal, qui est l'histoire centrale qui se déroule tout au long de la saison, et il y a des arcs secondaires qui, malgré leur nom, en fait, sont très importants, et c'est même eux qui enrichissent l'univers et les personnages qu'il faut travailler. Donc en fait, on pourra travailler par exemple l'arc principal ou la thématique principale liée au protagoniste ou aux quelques protagonistes, mais ensuite on peut aussi développer des arcs secondaires qui vont enrichir l'intrigue. Là, j'ai eu tout d'un coup en tête, dans la série The Last of Us, adaptée du jeu vidéo, on suit à l'origine Joël et Ellie dans la série dans un monde post-apo, et il y a un épisode qui est entièrement dédié à 2 autres personnages, justement, où on suit leur histoire du début jusqu'à la fin, sans qu'ils soient directement liés au protagoniste. Et c'est ça qui a permis d'enrichir d'un certain côté l'univers de la série, même si c'est adapté du jeu vidéo. Construction d'une saison, il y a plusieurs points importants. Il y a ce qu'on appelle la première de la saison, c'est-à-dire en fait l'épisode pilote en fait. Donc le premier épisode de la saison. L'objectif, c'est vraiment cet épisode qui porte toute la charge sur ses épaules. Hein, tout se joue sur cet épisode-là. Est-ce que ça va intéresser le public très rapidement ou pas? Ça va permettre d'introduire l'univers, les personnages et les enjeux. Et l'idée, encore une fois, c'est de captiver dès le premier épisode pour fidéliser le public. Les éléments clés, ça va être évidemment quels sont les conflits, les mystères. Voilà, on est très intéressé par les mystères et les relations à suivre par la suite. Arrive la moitié de saison, on parle de mi-saison ou de mid-season en anglais. L'idée, au bout de la moitié de la saison, c'est de relancer l'intérêt en intégrant des retournements de situation ou des révélations majeures. Il faut garder une certaine dose d'équilibre, mélanger des résolutions partielles avec des nouveaux mystères.
Et l'effet sur l'audience, c'est de maintenir l'attention et l'engagement. Et enfin, la finale de la saison, le dernier épisode d'une saison, c'est l'apothéose de l'intrigue principale. Euh, c'est la résolution ou un suspense majeur pour la prochaine saison. L'idée, c'est de en laisser un peu pour que les gens se disent « Ok, j'ai envie de revenir pour une prochaine saison ». Voilà. En termes d'effet émotionnel, il y a des moments intenses pour laisser une très forte impression. L'idée, c'est de réussir à faire une fin inoubliable pour que les spectateurs reviennent à la prochaine saison. Pour la construction d'un épisode, ça fonctionne comme les films, il y a un début, un milieu, une fin. Le début, l'introduction, c'est captiver dès les premières minutes. Introduire, c'est extrêmement important, les premières minutes d'un épisode et les dernières minutes d'un épisode. L'idée, c'est de captiver dès les premières minutes, introduire le conflit ou un événement déclencheur. Quelques exemples, des scènes d'action, des dialogues percutants ou un mystère intrigant. L'effet souhaité, justement, c'est d'engager l'audience très rapidement. Le milieu d'épisode, c'est le développement de l'intrigue, les complications, les révélations, les péripéties, etc. La tension doit augmenter comme dans l'écriture d'un scénario de film, c'est intensifier les enjeux et approfondir évidemment les personnages. Il faut introduire des dilemmes et pourquoi pas des alliances. La fin est aussi tout aussi importante. L'idée, c'est de clôturer l'épisode de manière satisfaisante ou avec un cliffhanger. En termes d'impact, c'est de créer une anticipation pour le prochain épisode et ainsi, encore une fois, maintenir l'intérêt de l'audience. La tension narrative est clé. Quelques techniques pour maintenir la tension, faire des révélations progressives, disséminer des informations cruciales pour conserver l'intérêt. On a vu 100 techniques narratives. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir les 100 techniques narratives qu'on a vues ensemble, justement sur comment révéler de façon progressive les secrets, les informations clés. Alterner le rythme, varier les moments calmes et intenses pour créer un effet de suspense. Par exemple, des scènes intenses suivies de scènes plus calmes pour permettre une tension latente. Sur les cliffhangers et le suspense, c'est en général vers la fin d'un épisode. Utiliser des cliffhangers pour motiver l'audience à regarder l'épisode. Il y a un suspense interne, l'idée c'est de maintenir l'attention même au sein de scènes calmes ou de dialogues. Donc, on n'est pas obligé de faire du cliffhanger uniquement à la fin d'épisode. On peut utiliser des techniques, des inspirations du cliffhanger dans des séquences particulières ou dans des fins de scène, etc. L'idée, c'est, encore une fois, d'encourager la fidélité et l'anticipation. Alors, je fais un petit warning, cliffhanger à utiliser avec modération parce que sinon ça peut devenir très superficiel et finalement ça va nous sortir de l'histoire. Il faut que à chaque fois qu'on utilise un outil narratif, il faut qu'il soit inséré de façon naturelle dans l'histoire. Il ne faut pas que le spectateur se dise « Ok, là, on essaie de me vendre quelque chose ». Élaboration de l'intrigue et des arcs narratifs. Qu'est-ce que c'est que l'intrigue principale? C'est le fil conducteur de la saison, c'est concentré sur le conflit central et les enjeux majeurs. Les arcs narratifs, ça va être les sous-intrigues qui enrichissent l'univers de la série et qui permettent de développer les personnages et leurs relations. Ici, l'idée, c'est de créer une trame narrative riche et engageante avec plusieurs niveaux de tension et de développement. L'intrigue principale, son rôle est de définir le conflit majeur et de guider l'évolution de la saison. Un exemple, ça peut être la quête d'un héros, une enquête centrale comme dans True Detective, ou un mystère persistant. L'impact sur l'audience est ça maintient une continuité forte et un lien émotionnel avec le récit principal. Les intrigues secondaires qui sont, encore une fois, j'insiste, tout aussi importantes, voire plus à certains moments que l'intrigue principale, ça va permettre justement d'enrichir l'univers, introduire des thématiques parallèles et offrir des pauses dans l'intrigue principale. Donc ça nous permet aussi de jouer sur le rythme d'un épisode ou d'une saison. Type d'intrigue secondaire, ça peut être des relations personnelles, des dilemmes moraux, des histoires de personnages secondaires comme j'ai pu exposer tout à l'heure dans The Last of Us. Ça va permettre d'apporter de la profondeur à l'histoire et fidéliser l'audience en diversifiant les points d'intérêt. Quelques exemples de séries, on peut avoir en tête Breaking Bad. L'intrigue principale, c'est l'évolution de Walter White, professeur de chimie devenu fabricant de méthamphétamine et sa lutte pour survivre dans le monde criminel. En termes d'intrigue secondaire, on a les relations complexes de Walter, notamment avec sa famille, Skyler, Hank et Jesse, son fils. Pardon, pas Jesse, son camarade, c'est pas son fils. Et ses dilemmes moraux et les conflits entre les membres du cartel. En termes d'impact, ces intrigues vont enrichir le récit principal en ajoutant de la profondeur émotionnelle et en explorant
les conséquences personnelles des choix de Walter. Dans Game of Thrones, l'intrigue principale, c'est la lutte pour le trône de fer et le destin de Westeros face aux marcheurs blancs. Et ça, c'est l'intrigue globale. Après, c'est pas forcément la plus intéressante. Ce qui est plus intéressant, ce sont l'histoire des personnages principaux, les Stark, les Lannister, de Daenerys, etc. Et les conflits internes aux familles, aux alliances politiques et aux quêtes personnelles du pouvoir. Les intrigues secondaires, ici, permettent de développer un univers riche et diversifié en approfondissant les dynamiques entre les personnages et les factions en compétition. Dans Lost, l'intrigue principale, c'est la survie des passagers du vol océanique 815 sur une île mystérieuse aux phénomènes étranges. Les intrigues secondaires, ce sont toutes les histoires personnelles sous forme de flashbacks et les rivalités au sein du groupe et les mystères autour des autres vivant sur l'île. Les intrigues secondaires enrichissent ici la tension principale et ajoutent des couches de mystère et de développement personnel. On comprend mieux les personnages, on comprend mieux leurs motivations à travers les flashbacks, ce qui permet de capter l'attention des spectateurs saison après saison. Quelle est la structure d'un arc de saison? Il faut avoir un développement progressif, une introduction des enjeux. Cette structuration début, milieu, fin reste et perdurera de toute façon. Introduction des enjeux, une montée en intensité, puis une résolution partielle ou totale. Quelles sont les clés d'une saison captivante? Des révélations, des complications, on l'a dit, conflits, des difficultés, et les surprises réparties stratégiquement pour garder le public engagé. Le rythme est très important, il faut s'assurer d'un équilibre entre les moments de tension et les moments de développement calme. Quelques techniques pour maintenir l'intérêt, on en a déjà parlé. Il y a évidemment les cliffhangers et les sous-intrigues bien placées qui vont renforcer l'arc principal. Les cliffhangers, on fait un point un peu plus détaillé. Ça permet de créer du suspense et de l'anticipation, terminer l'épisode ou la saison sur une question non résolue pour créer une attente forte. Typiquement, est-ce que nos héros ont survécu ou pas? Ça, c'est le cliffhanger assez basique, mais il y a des cliffhangers qui sont beaucoup plus originaux et beaucoup plus puissants. En termes d'engagement, c'est de donner envie de voir l'épisode suivant ou d'attendre avec impatience la prochaine saison. Le type de cliffhanger, il y en a quelques, on peut en citer quelques-uns. Il y a des cliffhangers narratifs, intrigue laissée en suspens, un danger, une révélation importante, un conflit non résolu, ou émotionnel, c'est-à-dire tout simplement un dilemme personnel, une décision critique au moment d'une tension relationnelle. On peut avoir en tête les finales de saison qui révèlent des nouveaux enjeux ou qui introduisent des twists, c'est-à-dire un changement de perspective inattendu dans l'histoire. Quelques parallèles avec le cinéma, il y a les arcs narratifs des séries et de l'autre côté, il y a la linéarité d'un film. Pour les arcs narratifs, on a une complexité et une durée. Une multiplicité des arcs narratifs permettent des intrigues et des personnages qui se développent sur plusieurs épisodes et saisons. Il y a une narration par épisode. Chaque épisode peut explorer différents aspects des personnages et de l'histoire tout en contribuant à l'arc général de la saison. Le film, dans l'écriture, ça ne veut pas dire que l'histoire est linéaire. On a vu qu'il y avait plein de structures différentes, mais l'expérience du film est linéaire pour le spectateur. On rentre dans une salle de cinéma, le film débute à une certaine heure et se termine à une autre heure. Il y a un développement rapide des personnages parce que c'est le médium qui le veut, donc les arcs de personnages doivent être résolus en moins de 2h, 2h30. Et la série permet une immersion plus longue et une exploration approfondie, tandis que le film privilégie la cohérence et l'intensité en un seul visionnage. Alors avant de continuer, il y a évidemment quelque chose qui est propre aussi au cinéma. En général, les séries, on les regarde chez nous. Et la force et la puissance du cinéma, il y a une expérience quasi mystique du cinéma, c'est-à-dire l'idée de quitter son chez-soi. Voilà, parce que quand on est chez soi, on peut être inattentif pour X raisons, le portable sonne ou un membre de sa famille parle à côté. Tout cela peut nous sortir de l'immersion, alors que l'expérience cinématographique, pour un spectateur d'aller au cinéma, que les lumières s'éteignent et qu'il se plonge littéralement dans un film, c'est une des autres grandes différences d'expérience sensorielle et immersive qui font la force aussi du cinéma vis-à-vis de la série.
L'évolution des personnages récurrents. L'idée, c'est d'avoir une conception de l'évolution des personnages sur le long terme. Il faudra définir l'arc général, avant même le début de la série, établir l'arc l'arc de développement principal de chaque personnage, par exemple la transformation de Walter White en anti-héros dans Breaking Bad, construire un plan évolutif, tout cela évidemment au sein de la Bible, hein, planifier les étapes d'évolution du personnage sur plusieurs saisons pour maintenir une trajectoire réaliste, et s'assurer que l'évolution apparaisse naturelle et enrichisse la trame narrative. Quelques techniques de développement progressif, commencer par des traits de personnalité ou des motivations fondamentales qui peuvent être développées au fil du temps, l'ambition, de la loyauté, et ajouter au fur et à mesure des couches narratives, des intrigues secondaires pour révéler des aspects inexplorés des personnalités de nos personnages. Il faut avoir une certaine constance dans l'évolution, chaque décision ou changement doit être enraciné dans la psychologie du personnage pour éviter, encore une fois on le dit, les incohérences, les contradictions. Comment gérer les relations interpersonnelles, sachant que c'est vraiment le moteur plus spécifique encore de la série. Les relations des personnages sont ici peuvent être vues comme des catalyseurs. Les interactions avec d'autres personnages sont des leviers pour accélérer ou ralentir l'évolution d'un personnage. Il faut avoir des évolutions dynamiques entre un ou deux personnages, adapter les relations en fonction des transformations des personnages, une amitié qui se transforme en rivalité au fil des saisons par exemple. Dans la série The Crown, les relations familiales influencent directement les décisions de la reine, modifiant sa perspective au fil des saisons. Toujours des petites techniques pour maintenir une cohérence. On peut avoir des bibelots et des mémoires de personnages, utiliser des rappels constants de leurs expériences passées pour renforcer la continuité. Par exemple, un objet ou un souvenir qui refait surface. On rappelle aussi tout le temps, si l'on peut, les motivations fondamentales. Même en évoluant, chaque personnage conserve une base, qu'il s'agisse de valeurs, d'objectifs ou de craintes. Et en termes de réflexion interne, utiliser des moments de réflexion ou de crise pour aligner les personnages avec leur développement narratif. Le risque, encore une fois, c'est d'avoir un personnage qui a une personnalité A et qui, sans explication, se transforme en un personnage totalement opposé. Et là, le risque, c'est que le spectateur ne reconnaît plus le personnage, donc, encore une fois, ça va le sortir. L'immersion sera stoppée net et ça va le sortir de la série. On peut citer en exemple ici, dans la série Game of Thrones, à quel point l'épisode final de Game of Thrones a choqué d'un point de vue narratif et aussi même a divisé les spectateurs de Game of Thrones. C'est tout simplement le personnage de Daenerys qui est développé de façon positive pendant globalement 90% du temps de toutes les saisons. Et que, en gros, c'est un personnage de libérateur et qui, sans crier garde, se transforme en tyran qui brûle tout et qui fait la politique de la terre brûlée sans crier gare. Et c'est ça qui peut choquer. Si la question c'est pas de se dire est-ce qu'un personnage qui est bon peut devenir mauvais, la réponse est oui, mais il faut mener le personnage de façon progressive vers cette évolution-là. Elle ne peut pas survenir en un seul coup sans crier gare. Quelques méthodes d'adaptation au fil des saisons, faire des tests et des épreuves renouvelées, soumettre le personnage à des épreuves variées chaque saison, révélant des nouvelles facettes de sa personnalité, approfondir les thématiques, aligner les transformations personnelles avec les thèmes globaux de chaque saison. C'est très important de définir quel va être le thème d'une saison, quel va être le thème d'une deuxième saison. Il y a un thème évidemment central à la série, mais chaque saison peut développer un thème particulier. Avoir une écriture adaptative, adapter le personnage au changement sans dévier de son essence, en laissant place à l'imprévisibilité naturelle mais cohérente de son évolution. Par exemple, Tony Soprano dans la série Les Sopranos qui change subtilement selon ses expériences. Sans spoil, encore une fois, allez voir la série si vous ne l'avez pas vue. On va ici étudier l'évolution de Don Draper dans Mad Men. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez faire pause et regarder ce cours par la suite. Mais sinon, je peux aussi vous spoiler avec un malin plaisir. Alors tout d'abord, dans la saison 1, on a l'introduction et le mystère autour de Don Draper. Dans l'arc général, Don est introduit justement comme un publicitaire talentueux, mais mystérieux, qui va incarner le rêve américain, tout en portant des secrets sombres liés à son passé. Au tout début, il affiche des traits de personnalité clés, de l'ambition, du charme, une certaine forme de manipulation,
tout en montrant une profonde insécurité derrière une façade de réussite. Sur ces relations amoureuses et familiales reflètent une dualité, séduction publique et justement chaos privé. Son mariage est central pour révéler ses failles. Sur les saisons 2 et 3, il y a une contradiction du personnage et une descente émotionnelle. Les couches de Dawn se dévoilent alors que ses secrets remontent à la surface, ce qui expose un homme en fuite constante de son passé. On découvre son véritable nom, qui n'est en fait Dawn Reaper n'est pas son vrai nom, son traumatisme de guerre, etc., etc. Sa relation avec sa femme Betty se détériore, ce qui expose son incapacité à trouver le bonheur et le confort domestique qu'il pensait vouloir. En termes de cohérence de sa trajectoire, la série explore ses dépendances et sa tendance à l'autosabotage, marquant une étape où il semble s'enfoncer dans ses contradictions. Sur les saisons 4 et 5, il y a une réflexion et une transformation. Vous voyez qu'il y a ce côté début, milieu et fin qui persiste malgré le défilement des saisons. Il y a des nouveaux défis, des tests. Dawn ici cherche à se réinventer après son divorce et une période d'introspection. Il entre dans une nouvelle relation et son mariage avec Megan, qui est beaucoup plus jeune que lui, semble être une tentative de rédemption. La façade de Dawn s'adoucit quelque peu, mais ses insécurités, ses habitudes autodestructrices ressurgissent. Son évolution est subtile, cherchant à devenir un homme un peu plus stable, mais son passé continue de le hanter. Sa réinvention montre une volonté de changement. C'est ça le truc, c'est qu'il a conscience, à un moment donné, le personnage a conscience de quelque chose sur lui-même, il souhaite changer, la question c'est de savoir est-ce qu'il va réussir à changer, oui ou non. Enfin, la saison 6, crise personnelle et remise en question. La façade de Dawn s'effondre totalement, alors qu'il commence à montrer davantage de vulnérabilité et à toucher le fond, notamment au travail, où sa consommation excessive d'alcool et ses comportements erratiques causent sa suspension. Dawn est ici confrontée aux limites de son charme et de sa manipulation. La série utilise cette saison pour approfondir le thème de la perte d'identité. Les épreuves ici révèlent ses regrets et ses traumatismes, démontrant une transition vers l'acceptation d'une transformation personnelle. Fin de série, saison 7, réflexion finale et transformation. Ici, Dawn va entreprendre un voyage qui l'éloigne du monde de la publicité et de son passé pour finalement atteindre une forme de paix intérieure. La série conclut sur une transformation introspective. Dawn semble renoncer à son ancien monde, qui est un monde de vie qui est lié au monde de la publicité, un mode de vie assez superficiel, et il cherche ici une authenticité qu'il n'a jamais vraiment connue. Dans la dernière scène, alors qu'il médite dans une retraite spirituelle, un sourire énigmatique suggère une forme d'apaisement et peut-être de réinvention ultime, marquant ici la fin de l'arc d'un personnage complexe en quête de rédemption et d'identité. La série se termine sur la publicité emblématique Coca-Cola, possiblement, c'est là où il y a un petit doute, conçue par Dawn, laissant un doute sur la véritable transformation de Dawn, comme si finalement il avait fait tout ce qu'il avait fait dans la saison 7 et il n'en avait tiré aucune leçon, il était revenu à son ancien mode de vie et que ça lui a permis de lancer son plus gros contrat publicitaire. Et ça, c'est la force de la série, c'est de laisser le doute et c'est au spectateur d'en discuter. Quelques dernières recommandations sur les dialogues, la cohérence et le pilote. Sur les dialogues, on en a déjà parlé, ça reste toujours pertinent ce qu'on a dit par rapport à l'écriture de dialogue pour le cinéma. L'idée, c'est d'écrire des dialogues crédibles qui vont refléter le caractère des personnages et s'assurer de la continuité au fil des épisodes, adapter le style des dialogues à chaque personnage en intégrant des expressions récurrentes, justement, qui renforcent leur identité. En termes de cohérence de l'univers, maintenir une logique interne forte au sein de l'univers, même lors de changements d'intrigue ou d'évolution des personnages. Introduire des nouvelles idées avec soin pour préserver l'essence de la série tout en maintenant l'intérêt des spectateurs. Et pour préparer l'épisode pilote, c'est vraiment l'épisode clé qui va permettre de lancer une série oui ou non. Tout se joue sur l'épisode pilote. Il faut avoir une structure claire pour le pilote, accrocher l'audience dès le début, présenter les personnages principaux et exposer les enjeux narratifs. Voilà, ça c'est le plus important sur l'écriture d'un épisode pilote. Utiliser enfin des techniques efficaces pour capter l'attention et poser les bases de l'univers tout en gardant à l'esprit que le pilote doit faire forte impression en peu de temps. Voilà tout, ce cours est terminé et je vous dis à
tout de suite pour le prochain cours.